Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, sur l'écran noir de nos nuits blanches, les smartphones font du cinéma. On va prendre un cours de pratique raisonnée, raisonnable du numérique avec la famille tout écran. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, avec toi aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un duo de choc, d'art et évidemment d'amour aussi. On va revisiter les icônes Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol à la Fondation Vuitton à Paris. Une rétrospective qui donne envie de philosophie, qui te donne surtout envie de philosopher et de répondre à une question: qu'est-ce qu'un auteur? Tout à fait, qu'est-ce qu'un auteur ou qu'est-ce qu'un artiste? On va tenter de répondre à cette question avec cette collaboration hors du commun entre le pape du pop Andy Warhol et l'enfant radieux Jean-Michel Basquiat, visite tout à l'heure. On va voir si nos invités sont tout aussi radieux que nos artistes aujourd'hui. Avec cette première question, une nouvelle génération d'astronautes pour viser la Lune. La NASA vient de dévoiler l'équipage qui sera à bord d'Artemis 2 pour un survol lunaire en 2024. Des astronautes américains et canadiens qui seront bien occupés d'ici là. Et l'ESA, dans tout ça, en groupe de réflexion, livre ses prévisions pour une Europe spatiale mise en orbite avec Guillaume Langin, notre journaliste de ciel et espace. Bonjour à vous, Guillaume. On va parler de tous ces actus avec vous. Bonjour Marjorie, bonjour tout le monde. J'espère être aussi radieux que les artistes. Mais vous le serez, j'en suis certain, parce qu'après la mission Lune, on va mettre le cap sur une mission orientation. Hello Charlie, l'orientation téléphone maison, si on rendait les jeunes acteurs et actrices de leur avenir. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours forcément le cas en la matière. Une plateforme vous propose de vous transformer en orientation dont vous êtes le héros. On en parlera avec sa cofondatrice Fatma Chouyeb. Mais d'abord, focus. Je vous le disais tout à l'heure, sur l'écran noir de nos nuits blanches, c'est le numérique qui fait son cinéma, parfois un peu trop. Ça nous empêche de dormir et ça, forcément, ça entre en contradiction avec les cours d'éducation numérique raisonnée, raisonnable que nous offre le Clémy et la famille tout écran. Pas l'air en forme, ma chérie. Ouais, là, c'est dur, ça pique les pixels, je te promets. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, je me disais, ça va être top, je vais me coucher tôt, je vais recharger tranquille. Et bah non, bam, on a tout enchaîné. Ça a commencé avec des jeux sur les applis, pas 10 minutes, non, 1 heure. Et ensuite, ça a été les réseaux sociaux. Et là, on a enchaîné avec une série en stream. Tu t'es couché à quelle heure au final? 2 heures du mat. Oh, apparemment, tu n'es pas la seule à être complètement à plat. Je peux avoir le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. Oh, on va pas la réveiller, mais vous avez compris le message. Je perturbe le sommeil. Et finalement, je vous empêche de bien dormir. Et même si je comprends que je suis vraiment hyper cool, il faut me ranger. Chut, faites pas de bruit. Et voilà pour la famille tout écran. Allez, viser la Lune, ça ne leur fait certainement pas peur. Ça fait pas peur à l'Artémis, mais quid de l'Europe spatiale? On en parle tout de suite, c'est la première partie du talk. Et à nos côtés pour débriefer ces actus espace, on est heureux de retrouver Guillaume Langin. Vous le savez, cette actualité, elle est bouillonnante, surtout quand on parle de la Lune. On a longuement suivi les premières évolutions d'Artemis 1 avec vous. C'était à l'automne et même en tout début d'année. Guillaume, je rappelle que vous êtes spécialiste espace, journaliste pour l'excellente revue Ciel et Espace. Alors, la NASA vient juste de dévoiler l'équipage qui sera à bord d'Artemis 2 pour novembre 2024. 4 astronautes, dont pour la première fois un homme noir et une femme, seront donc à bord de cette mission Artemis 2. Les 3 premiers sont issus de la NASA, côté agence américaine. Le 4e astronaute, lui, fait partie de l'agence canadienne. L'objectif de cette mission, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est de faire un voyage, non pas sur la Lune, mais autour de la Lune. Cette fois-ci, non pas avec une capsule à vide, la capsule Orion qui était appelée Artemis 1 qu'on a
effectivement en fin 2022, elle avait fait ce voyage autour de la Lune à vide. C'est l'étape suivante, naturelle, dans le développement d'une mission et d'un programme spatial lunaire. Cette fois-ci, on met 4 astronautes dans la capsule Orion et on leur fait faire un voyage de 10 jours qui va prévoir donc un contournement de la Lune. Ils vont battre au passage un record de distance. Jamais des humains n'auront été envoyés aussi loin, je crois, de la Terre, puisqu'ils vont être à une altitude assez élevée, au-dessus de la face cachée de la Lune, puis revenir sur Terre en toute sécurité avec les systèmes de protection de la capsule lorsqu'elle rentrera dans l'atmosphère terrestre. L'idée, c'est que ce voyage d'une dizaine de jours avec un top départ en novembre 2024, ça va permettre aussi de préparer les missions suivantes, Artemis 3 notamment, au cours de laquelle on devrait enfin avoir le retour vraiment du pied humain sur le sol lunaire. Ceci dit, ces astronautes-là, cet équipage, elle va être bien occupé d'ici là parce qu'il y a énormément d'étapes à revérifier. On se souvient notamment que sur Artemis 1, c'est la capsule Orion, la capsule européenne, qui avait parfois fait défaut. Il avait fallu faire énormément de réglages. Encore une fois, on le dit souvent ici, notamment avec vous, Guillaume, l'espace, c'est pas de la science infuse. Il faut parfois savoir tâtonner pour pouvoir mieux explorer. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de la capsule Orion sur Artemis 2 ? Donc, elle avait eu quelques soucis mineurs. Globalement, les conclusions de la mission Artemis 1 livrée par la NASA sont toutes très positives. La capsule Orion a montré satisfaction. Elle a montré satisfaction notamment à un point crucial qui est la rentrée atmosphérique dans l'atmosphère de la Terre. Donc, vous savez, où la capsule s'échauffe avec les vitesses extraordinaires à laquelle elle arrive. Donc ça, c'est OK. Ce qui va changer là, et ce qu'on va tester pendant Artemis 2, ce sont des manœuvres. La capsule, cette fois-ci, va être pilotée. Alors, elle peut être pilotée de manière automatique, mais elle peut l'être aussi de manière manuelle. Et avant de se propulser vers la Lune, de se mettre sur une trajectoire translunaire, eh bien, les 4 astronautes vont lui faire des tours sur elle-même, des manœuvres de retournement, voir si elle répond bien aux commandes actionnées par les astronautes. Et importante pour le futur, puisque dans le futur, la capsule Orion ne sera pas capable d'atterrir sur la Lune. Il faudra que l'équipage soit transféré dans un atterrisseur lunaire qui est encore en cours de construction. On peut en parler aussi, mais donc il faudra transférer cet équipage de la capsule Orion vers l'atterrisseur lunaire qui lui ira atterrir sur la Lune, et ces transferts d'équipage se font uniquement après des manœuvres et une manœuvre d'amarrage notamment pour que les astronautes puissent passer d'un vaisseau à l'autre. Oui, ce sont des étapes qu'il va falloir justement pouvoir valider d'ici Artemis 3 et peut-être 2025, si je ne dis pas de bêtises. Notre équipage Artemis 2, en tout cas, il va être aussi soumis à des tests, à des expériences au moment de sa station lunaire, de son survol lunaire d'une dizaine de jours, encore une fois. On essaie de tester quelle fonctionnalité exactement du corps humain. On essaie de recueillir un maximum de données sur l'effet de l'espace lointain sur notre corps. Oui, alors il y a quelques variations entre l'espace lointain et l'espace proche, celui à 400 km d'altitude où se situe la Station spatiale internationale. Sur une mission d'une dizaine de jours uniquement, qui sera la mission d'Artemis 2, on n'aura pas le temps d'apprendre grand-chose sur la physiologie et les impacts sur la physiologie humaine de l'espace. C'est vraiment la démonstration du bon fonctionnement du vaisseau qui transportera les astronautes et de leur aptitude à le manœuvrer, à le piloter. Mais pour des missions plus longues, lorsque vous êtes loin de la Terre, vous êtes moins protégé par son champ magnétique, et donc vous subissez en tant qu'astronaute davantage de doses à haute énergie issues de l'espace, des particules venant de l'espace, des particules venant du Soleil, ce qui aura pour effet dans le futur, car il y a comme objectif dans le futur d'avoir des astronautes qui séjournent autour de la Lune dans une future station lunaire en orbite de manière permanente. Ces séjours-là seront plus courts que les séjours dans la Station spatiale internationale autour de la Terre à cause de ces radiations plus importantes. On ne dépassera pas, disons, la trentaine de jours pour des séjours autour de la Lune. Les astronautes devront rentrer plus tôt, tandis qu'actuellement, autour de la Terre, les astronautes peuvent séjourner 6 mois, parfois 1 an, sans impact majeur sur leur santé. Il y a quand même des impacts, mais pas des impacts qui mettent leur vie à risque.
Alors, c'est extrêmement passionnant justement de découvrir, de plonger dans cette exploration lunaire avec vous, Guillaume. On compare souvent à Artemis 2, en tout cas cet équipage, à une nouvelle génération d'astronautes. Et c'est vrai que cette nouvelle génération est en train d'arriver. Il y a quand même une petite frustration peut-être pour l'Agence spatiale européenne. C'est le fait de ne pas faire partie tout de suite de ce survol lunaire pour 2024. Est-ce que les astronautes de l'ESA peuvent espérer faire partie d'Artemis 3 ? Oui, alors Artemis 3, non, ils n'en feront pas partie. Artemis 3 sera la mission du retour de l'humain sur la Lune. Elle sera 100% américaine. Il y aura 4 astronautes américains, 2 resteront en orbite autour de la Lune et 2 descendront poser le pied sur la Lune et y séjourner une petite semaine. Parmi ces 2 astronautes sur la Lune, il y aura une femme et une personne de couleur pour la première fois de l'histoire. Or, cette personne peut être la même personne. Les paris sont ouverts, on ne sait pas encore qui seront ces astronautes. Les Européens, ça vient après. Alors, ils peuvent être un peu frustrés, mais c'était ainsi prévu qu'un Canadien ou une Canadienne soit à bord de l'équipage d'Artemis 2. Les Européens, c'est à partir d'Artemis 4, c'est déjà décidé pour Artemis 4, 5 et 6. Dans les plans actuels, il y aura un Européen ou une Européenne dans chacune de ces 3 missions, avec un rôle autrement plus important que ce que va faire Jeremy Hansen, le Canadien, même si c'est très important d'être à bord d'Artemis 2. À partir d'Artemis 4, ce qui est prévu, c'est que l'on construit la station spatiale lunaire dont je vous parlais tout à l'heure. Cette station spatiale lunaire, elle va se construire par module, comme ça a été le cas avec l'ISS, et elle est à 50% européenne. Donc c'est vraiment une implication plus importante de la part de l'Europe, qui a une petite contribution à l'heure actuelle dans l'ISS, qui est principalement 50-50 russe et américaine. Là, autour de la Lune, l'Europe va être présente dans la station spatiale, enfin, en termes de modules, en termes d'habitation, d'habitacle, à 50%. Et les astronautes européens auront la charge dans leur mission d'assembler cette station orbitale. Un Européen sur la Lune qui descendra de l'orbite lunaire jusque sur le sol, ça n'est pas encore décidé. C'est en cours de négociation. Ça dépend de ce que l'Europe aura à mettre sur la table en termes de vaisseaux, en termes d'équipement pour le programme Artemis et le programme lunaire de manière générale. Bon, ça veut dire que Thomas Pesquet doit encore croiser les doigts pour pouvoir peut-être un jour poser le pied sur la Lune au moment d'Artemis 4, 5, voire 6. On suivra évidemment ces événements avec vous. Par contre, il y a une petite nouvelle qui, elle aussi, a fait sa rentrée le 3 avril dernier. La semaine dernière, c'est Sophie Adno, toute nouvelle recrue française pour l'Agence spatiale européenne. Quand on dit qu'on fait une rentrée pour faire une prépa astronaute, ça se passe comment exactement, Guillaume ? Le terme de rentrée est assez bien trouvé, hein, enfin assez adéquat, puisque c'est dans un premier temps la formation astronaute, c'est un retour à l'école, hein, dans une salle de classe en quelque sorte. Ces astronautes sélectionnés viennent ils ont des parcours différents. Hein. Sophie Adno était pilote d'hélicoptère, d'autres sont des médecins, d'autres sont des scientifiques. Donc il faut les mettre à niveau sur les connaissances de la physique spatiale. Hein. Je pense qu'il vont avoir des cours théoriques sur le fonctionnement d'une fusée, la physique spatiale, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, l'environnement spatial de manière générale. Donc des cours magistraux, également des cours de langue. Hein. Il faut encore apprendre le russe. La station spatiale internationale est habitée en collaboration avec la Russie. Connaître la station, l'ISS, sur le bout des doigts, c'est là-bas qu'ils vont séjourner. Cette génération d'astronautes, dans un premier temps, va séjourner dans l'ISS. Donc l'ISS, c'est grand comme un terrain de foot. Il y a des pièces très nombreuses avec des équipements complexes et variés. Donc ça, c'est pour la partie théorique. Et puis ensuite viendra, dans un second temps, la partie plus pratique, peut-être en parallèle également. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais donc des sorties, des simulations de sorties extravéhiculaires dans une piscine, la piscine du centre des astronautes à Cologne en Allemagne. C'est là qu'elle habite maintenant, Sophie. Donc se monter dans un scaphandre, faire des simulations de mission dans une piscine, également des passages en centrifugeuse, apprendre les vaisseaux spatiaux, ça viendra dans un second temps, les vaisseaux qui la transporteront jusqu'à l'ISS, ça dépendra de la mission sur laquelle elle est sélectionnée. Si elle est sélectionnée sur une mission russe, avec le vaisseau Soyuz, elle passera du temps ensuite à apprendre le fonctionnement de ce vaisseau-là. Si c'est sur une Crew Dragon de SpaceX américaine, ce sera la Crew Dragon avec SpaceX, ou bien la Starliner de Boeing qui va rentrer en fonction bientôt.
d'astronautes accélérés pour Sophie Annos. Ça va durer 1 an, hein, cette première partie, en tout cas, d'éducation au fait de pouvoir rejoindre l'ISS, pour elle, certainement, à un moment. Vous n'êtes pas en secret des dieux, mais si, dites donc, Guillaume, vous êtes trop modeste, c'est au même moment où un groupe de réflexion, justement, d'experts livre des prévisions pour une Europe spatiale. Vous avez pu vous procurer ce rapport pour Ciel et Espace. Qu'est-ce qu'il contient exactement? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il dit beaucoup de choses. C'est un rapport donné par un avis d'expert qui avait été suggéré aux décideurs des différents États membres de l'Europe spatiale. Emmanuel Macron avait commandé également ce rapport. Ce qu'il prône, ce rapport, c'est que l'Europe soit moins timorée en termes d'ambition spatiale. Là, on a beaucoup parlé de vol habité. Bon, le vol habité, c'est un peu le sommet de l'iceberg. On envoie des humains de chair et d'os dans l'espace, donc on a tous l'attention focalisée là-dessus, le public. Donc c'est un élément de soft power, d'être à la table des nations capables d'envoyer des humains de manière autonome dans l'espace. Eh bien, ce rapport, parmi ces différentes précautions, propose de prévoir un scénario ambitieux qui serait celui d'envoyer de manière autonome des humains, des astronautes européens sur la Lune. Jusqu'à présent, l'Europe n'est pas capable d'envoyer ces astronautes dans l'espace. Elle en a sélectionné pourtant plus d'une douzaine. Elle a même une catégorie d'astronautes réservistes. Donc ce type de projet ambitieux serait, selon les qui ont rendu ce rapport-là, un élément galvanisateur pour toute une industrie spatiale européenne et permettrait que le spatial mondial ne soit pas bilatéral avec d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Chine, mais qu'il y ait l'Europe et un poids fort à parts égales avec les deux autres puissances. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté européenne, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit numérique. Là, c'est quasiment de la souveraineté spatiale, en fait, si je vous entends bien, Guillaume. Et c'est aussi la façon dont on positionne ces experts. Ils donnent même, d'ailleurs, un timing assez précis. Ils disent « Ce scénario pour un débarquement humain sur la Lune, indépendant et durable, il faudrait qu'il ait lieu dans les 10 ans. » C'est réalisable, une dizaine d'années, pour réussir à faire ça? Alors, ça dépend d'où vous partez. Si c'est monté de toutes pièces une mission qui part de la Terre et qui va poser des astronautes sur la Lune en 10 ans, là, on est dans une analogie à la Kennedy. Vous savez, le président Kennedy américain au début des années 60 avait dit « Nous irons sur la Lune dans les 10 ans, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. » Et puis surtout, en fait, parce que, enfin, il ne le disait pas publiquement, mais parce qu'il fallait arriver avant les Soviétiques. Et il y a eu un effort de guerre, presque un effort de guerre, avec des moyens astronomiques alloués au programme Apollo pour y parvenir. Si l'Europe devait faire toute pièce depuis la Terre jusqu'à la Lune, 10 ans, ça n'est pas réalisable, selon moi. Néanmoins, ce qu'on appelle un retour sur la Lune autonome, on peut presque jouer sur les mots, ça pourrait être quelque chose de plus réalisable qui serait la capacité de déposer des astronautes sur la Lune depuis l'orbite lunaire jusqu'au sol de la Lune et faire des allers-retours comme ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, la station spatiale Gateway, la station spatiale lunaire, va séjourner de manière permanente. Alors on peut imaginer, peut-être, c'est les choses que l'Europe serait capable de mettre en place le plus directement. Que l'Europe développe des atterrisseurs lunaires, un atterrisseur lunaire capable de transporter des astronautes de cette station spatiale au sol lunaire et de faire ainsi des allers-retours. En revanche, ce vaisseau-là aura besoin de carburant, d'une grande quantité de carburant, peut-être environ 50 tonnes. L'Europe n'a pas les fusées capables d'envoyer ce carburant, toute cette masse-là, jusqu'à l'orbite lunaire. Elle a la fusée Ariane 6, dans sa version 64, avec 4 boosters, qui sera suffisamment puissante pour envoyer et mettre sur orbite un atterrisseur lunaire. En revanche, pour le reste, il y aura peut-être des collaborations à mettre en œuvre avec la NASA qui est au courant.
Et c'est justement toutes ces étapes qu'on suivra avec vous dans les prochains mois. Évidemment, Guillaume, je rappelle l'excellent Soleil à l'espace qui est en kiosque pour mars et pour avril, qui nous emmène dans les mystères du télescope James Webb, Lumière sur les origines. Et puis un hors-série que vous signez également sur Artemis, comment la NASA veut reconquérir la Lune. Et vous nous le dites, l'Europe aussi n'est pas en reste. Merci infiniment, Guillaume, d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Avec plaisir, merci à vous. On se quitte l'espace d'un instant pour aller voir ce qui se passe du côté de la planète Webb. Et c'est le zap de celui qui nous met la tête dans les étoiles, Édouard Degnaud. Science and magic. Under this table is a mirror angled at 45 degrees, which reflects the opposite side. That makes it look like you can see right through it. The label on the top gives the delivery people the instructions, and it works like magic. I haven't lost a single package yet, because a porch pirate won't steal something if it isn't even there. Game over. Pretty close. Yep, look at that. And what do you feel in your hand when that happens? Do you feel your fingers moving? 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Jeanne Dreyfus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Également, dans un instant, on va jouer aux drôles de dames de l'orientation avec Hello Charlie, une plateforme que vous avez cofondée, Fatma Chouayeb. Bonjour à vous. Bonjour. On va justement se plonger dans cette mission orientation avec vous dans un instant. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus, vous le savez, a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, on va faire un peu de philo et d'art en même temps, et pas des moindres, parce que tu vas t'appuyer sur la collaboration entre deux géants de l'art contemporain, Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. Ils sont actuellement mis à l'honneur dans une exposition à la Fondation Vuitton à Paris, Louis Vuitton d'ailleurs. Ils te permettent d'envisager une question et peut-être même d'y répondre. Tiens, qu'est-ce qu'un auteur ? C'est un cauchemar, Marjorie. Je suis à ma table, nous sommes au centre d'examen d'Arcueil, je repasse le bac, mais j'ai pas révisé. Attends, je vérifie, c'est bon. Je suis bien habillée, ok. Je vérifie donc sur ma feuille, qu'est-ce qu'un auteur? Tiens, ce matin, j'étais en voyage. Irisation du rêve. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette pile voleuse dans mon rêve? Est-ce que je dois de l'argent à quelqu'un? Waouh, vaisseau! Non, c'est la fondation d'art Louis Vuitton. Alors attends, aéroport, poste d'inspection, filtrage, détecteur de métaux, c'est bientôt à moi. Je suis arrivée, elles se dressent, ces deux icônes, Warhol, né en 1928, Basquiat, venu au monde le 22 décembre 1960. C'est bon, j'ai des éléments pour que ça everlast, que ça dure toujours. Je vais peut-être y arriver dans cette dissertation, je ne sais pas qui c'est. Oui, si tu vas y arriver, on se calme, on respire. Déjà, première règle, si on écoute nos philosophes préférés dans cette émission pour pouvoir réussir son épreuve de dissertation,
On va sortir de ce rêve, on va revenir à la réalité et ça va super bien se passer, je te promets. Écoute, ok, très bien. Donc on va commencer d'abord par vérifier les termes de cette dissertation. Qu'est-ce qu'un auteur? Alors auteur, ça vient du latin auctor, qui proprement dit signifie celui qui accroît, créateur d'une action ou d'une œuvre d'art. On élargit un petit peu en philosophie, disons, un auteur, c'est lié à l'individualité, mais comment on va faire ici avec ces deux artistes qui constituent deux individualités qu'apparemment tout sépare? Warhol, c'est un peintre d'icône, de Marilyn Monroe à Liz Taylor, et en fait, lui, quand il peint ce Louis Carte Forum, a surnommé le Radius Child, Jean-Michel Basquiat, eh bien, c'est selon les canons de la sculpture grecque. On retrouve le contrapposto, on retrouve l'harmonie parfaite des proportions, alors que dans le cas de Jean-Michel Basquiat, eh bien lui, quand il fait le portrait de Warhol, ça donne ça. Ouais, non, moi je trouve ça franchement super arrangeant, je vois pas. Et si vous voulez, j'en ai quand même un autre. On peut voir aussi ça. Ok, non, moi je trouve ça assez ressemblant. C'est ressemblant, j'allais te dire, la banane est très ressemblante. Évidemment, ça fait référence à l'album du Velvet Underground avec la banane de Warhol dessinée sur la couverture de l'album. Mais c'est dingue, quel rêve. Tout à fait. Donc déjà là, je me demande, ok, comment ces deux individualités si distinctes vont faire pour se mélanger sur le terrain de boxe de la toile? Et je me pose la question, peut-on même parler d'une seule œuvre s'il y a deux auteurs? Alors peut-être d'une œuvre de nature symphonique, qui sait? J'ai mis au travail le commissaire d'exposition Olivier Michelon, que j'ai eu la chance de rencontrer. On l'écoute travailler pour nous. Une symphonie, je ne crois pas, mais plutôt, on irait plutôt vers le jazz, où chacun des musiciens est à la fois accompagnateur et à la fois soliste. Et ils ont comme ça ces passages en gardant le même thème en quelque sorte. Mais à la fin, Keith Haring décrivait la chose très justement en disant qu'ils ont créé un troisième esprit. Alors justement, on brûle de les voir, ces œuvres bâties, tissées, créées à quatre mains. Eh bien, patience, Marjorie, patience, car patience est mère de sûreté. Je suis en train de me transformer en traîtresse de la philosophie. Oui, bravo. Mathieu Ricard sort de ce corps. Tout à fait. On a entendu en tout cas le commissaire d'exposition qui parlait peut-être d'un auteur qui serait ce troisième esprit, la rencontre entre les deux, qui en fait, troisième esprit, fait se rencontrer sur cette toile, par exemple, eh bien, l'amour des logos d'Andy Warhol à droite, celui de Arm & Hammer, qui est un fabricant de produits d'hygiène américain, et l'amour de Basquiat pour la culture afro-américaine. Ici, on a le profil du musicien de jazz Charlie Parker. On voit la date de 1955 qui évoque l'année de sa mort. Ou dans cette autre œuvre, où l'on voit des anneaux des Jeux Olympiques probablement peints par Warhol, que Basquiat habite d'une tête de figure noire, les yeux fermés, faisant écho en fait à l'importance des JO dans la visibilité de la communauté afro-américaine, mais dont il rappelle quand même la ségrégation, en transformant en fait les anneaux des JO en chaînes d'esclaves. Mais c'est bien, en tous les cas, quand on ne comprend pas qui d'un auteur à un autre auteur intervient dans l'œuvre à dessiner tel ou tel motif, comme dans cette œuvre monumentale faite à deux mains d'une trentaine de mètres, réalisée dans la deuxième factory de Warhol sur la 33e à New York, qu'intervient donc cette idée du troisième esprit. Et c'est bien là que se réalise donc cette perte que, je suis toujours hyper dans ma disserte de philo, ce que d'aucuns auront appelé après le livre de Barthes qui s'appelait La mort de l'auteur, eh bien la perte d'autorité, c'est-à-dire la mort de l'auteur qui en fait serait plus une construction sociale liée à une signature comme on est dans l'art, parce que aussi il y a une valeur marchande, que se situerait une nouvelle définition de l'auteur à proprement parler. Et puis il y a aussi le contexte à resituer. En effet, cette collaboration, elle est née dans un New York des années 70-80 qui était absolument foisonnant d'idées, fourmillant d'envie. Est-ce que c'est spécifiquement daté dans le temps ? En tous les cas, ce contexte-là, oui, je ne saurais pas le dire mieux, Marjorie. Ce contexte, on le voit dans l'exposition à travers des réalisations de tout ce groupe d'auteurs, d'artistes, de Warhol à Keith Haring, de Basquiat au graffeur Al Diaz. On voit que ce contexte foisonnant, eh bien, il est favorable à une redéfinition de la notion d'auteur. Si on voit la vidéo, on voit à travers les blousons, les graphes, les affiches, s'estomper en fait les différences entre culture dite savante et culture populaire, entre l'art et la vie, entre l'art et la publicité, entre l'unique, le multiple, la citation, l'original. En fait, tout ça, ça contribue à effacer ces catégories qui procuraient à l'auteur son aura, qui procuraient à l'auteur sa position un peu
hors du monde. Et ce n'est pas un hasard si cette collaboration, faite à partir de ces deux grandes icônes de l'individualité, grandes icônes de l'autorité dont on parlait, eh bien, se montre comme ça bousculée, parce que ces mêmes figures-là, elles bousculent les concepts mêmes à l'origine desquels elles ont pu être. Et je vais finir cette chronique en tentant de répondre toujours à ma question centrale, qu'est-ce qu'un auteur, et en citant Julia Kristeva, une grande psychanalyste et essayiste, qui décrit bien cette œuvre à travers un concept, celui du palimpseste. Alors elle dit toute œuvre d'art toute écriture, ou en tout cas toute œuvre d'art est un palimpseste. Un palimpseste, c'est un parchemin dont on a effacé en fait la première écriture pour pouvoir écrire à nouveau dessus. Et en fait, eh bien, est-ce que toute œuvre d'art ne serait pas ce palimpseste? Est-ce que tout auteur aussi ne serait pas cette agrégation des écritures, des paroles, des souvenirs, des expériences qui le constituent? Et donc, en conclusion de cette dissertation, chers téléspectateurs, la question ne serait peut-être pas qu'est-ce qu'un auteur, mais est-il possible de parler d'auteur? Voilà, fin de dissertation. 20 sur 20 pour moi, pour toi, Jeanne. On soumettra, tiens, peut-être cette question à nos invités. Vous savez, vendredi, on va essayer de mieux décoder le bac philo. C'est dans 2 mois, quasiment jour pour jour. On essaiera de comprendre comment, justement, trouver raison dans une dissertation. Jeanne, tu restes avec nous, parce qu'après cette mission Lune qu'on a décodée avec Guillaume Langin en toute première partie d'émission, on va mettre le cap sur une autre mission, mission orientation. C'est le talk, deuxième partie. Et pour pouvoir justement rendre les jeunes acteurs et actrices de leur avenir, Fatma Chouayeb, vous êtes la cofondatrice d'Hello Charlie. Vous avez tenu à proposer justement cette plateforme, cette solution digitale pour pouvoir littéralement mettre chaque lycéen, chaque lycéenne, étudiant ou étudiante d'ailleurs, en position d'acteur pour mieux piloter là aussi son orientation. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, ce n'est pas toujours le cas. C'est le constat qui a fait qu'on a créé Hello Charlie il y a 7 ans. Donc, Hello Charlie, c'est une start-up de la EdTech, donc comment mettre la technologie au service des sujets d'éducation. Et pour nous, c'est vraiment le sujet de l'orientation scolaire et professionnelle. Et du coup, on a créé une application d'orientation qui est aujourd'hui la première à proposer une progressivité dans la construction du projet scolaire et professionnel, proposer un parcours personnalisé sur l'orientation. On ne s'oriente pas de la même manière en 4e, en 3e, qu'en seconde, qu'en première, en terminale, en lycée professionnel ou en lycée général et technologique, et puis une application qui soit vraiment ancrée dans les codes, dans les usages des jeunes, pour leur donner envie d'entrer dans cette réflexion-là. Et c'est là où le bas blesse, c'est le constat de départ. L'orientation, c'est souvent les notes, c'est souvent les places qui sont disponibles, c'est souvent des plateformes d'inscription comme Parcoursup. Et nous, on a voulu prendre du recul par rapport à ça et mettre les jeunes au cœur de cette réflexion pour mieux identifier leurs envies, mieux se connaître, se poser les bonnes questions et découvrir des voies qu'ils ne connaissaient pas forcément pour faire les meilleurs choix. Une plateforme qui fait de l'orientation, le jeu dont vous êtes le héros. On regarde ensemble ce que ça donne tout de suite. Et pour nous aider à y voir plus clair dans l'orientation, Fatma, vous avez décidé finalement de l'incarner. Charlie, c'est certes un chatbot, mais c'est aussi cette solution qui va nous permettre de pouvoir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et de façon totalement gratuite, poser littéralement toutes les questions qu'on peut avoir quant à son orientation scolaire et professionnelle.
C'est exactement ça. En fait, l'orientation, c'est un processus qui dure tout le temps, c'est aussi tout au long de la vie. C'est n'importe quand, de jour comme de nuit. On a une question qui nous vient, on ne sait pas trop, on a un doute. Un jour, on pense à un métier, le lendemain à un autre. C'est normal, on est jeune. On n'est pas obligé aussi de décider tout de suite. Et c'est pour justement dédramatiser cette question qu'on a voulu créer cette application qui colle vraiment au code des jeunes. Et donc, tout passe par une discussion entre ce chatbot qu'on a créé, qui s'appelle Charlie, qui est vraiment incarné dans l'application. Donc, je discute avec lui comme si je discutais avec quelqu'un. Donc, c'est comme un coach d'orientation en ligne. Et l'idée, c'est que Charlie me pose des questions, je lui pose des questions aussi. Et petit à petit, je passe par 3 phases. D'abord, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, mettre des mots sur ma situation, sur mes valeurs, sur mes forces, sur ma personnalité. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de découvrir, d'ouvrir le champ des possibles. Donc, tous les secteurs d'activité, les métiers, les formations. On en a plus de 850 métiers, 110 000 formations qui sont référencées sur Hello Charlie. Et puis enfin, la troisième étape qui est vraiment de construire la manière d'arriver jusqu'au métier ou à la formation de son choix en fonction de ses propres contraintes, en fonction de ses propres envies. Si on veut faire des études longues, courtes, si on veut rester chez soi ou partir un peu plus loin en France ou dans le monde, l'idée, c'est de pouvoir s'orienter, se guider à travers l'application qui nous rassure, qui nous permet aussi de revenir sur nos propres réponses pour construire ça dans la durée. Et c'est ça qui est très, très important, de prendre le temps de faire des allers-retours, d'en parler autour de soi. Et c'est ce que permet l'application. Ouais, prendre le temps, c'est important, vous le répétez, vous avez raison. Il y a une étude du site Diplomeo qui nous enseigne que 59% de la Gen Z utilise les réseaux sociaux pour pouvoir s'orienter plus précisément. Là aussi, c'était important de pouvoir adopter ces codes-là pour dédramatiser encore une fois ce parcours. Tout à fait. Aller chercher les jeunes là où ils sont. C'est très important de leur apporter tous ces messages autour de l'orientation. Tu peux te tromper, tu peux faire un choix, recommencer. Il y a des passerelles entre les différents types de formations. Tu peux t'orienter vers l'alternance, vers des formations initiales. Voilà, une multiplicité de choix. Et ces messages, c'est important de les apporter aux jeunes là où ils sont déjà. Et donc, ils sont où? Ils sont souvent sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, pour ne pas les citer. Et donc, on intervient énormément sur ces réseaux-là et aussi sur les réseaux de gaming comme Twitch pour aller chercher aussi des jeunes qui sont gamers et ils sont de plus en plus à être gamers aussi. Et donc, on va apporter ces messages directement sur les réseaux sociaux à travers notre propre community management, mais aussi en faisant parler des influenceurs, on dit aujourd'hui donc des créateurs de contenu qui parlent aux jeunes, qui vont solliciter leur communauté pour diffuser ces messages largement et qu'un maximum de jeunes, quelle que soit leur situation de départ, et c'est ça qui est très important chez nous, puissent les recevoir et les mettre en pratique. Alors attention, vous le savez, il y a une proposition de loi qui arrive pour réguler les influenceurs. On espère tous ici d'ailleurs que les influenceurs positifs et pédagogiques seront là aussi bien servis dans cette loi. Il y a aussi une question qui est extrêmement importante, vous le souleviez tout à l'heure Fatma, l'idée de se dire qu'on a le droit à l'erreur d'abord dans ces questions et dans son parcours d'orientation, et puis il faut prendre le temps. Parfois on ne l'a pas toujours, si je m'en réfère au calendrier de Parcoursup. Tiens, par exemple, vous le savez, la semaine dernière, le 6 avril, c'était la date butoir pour les lycéens, les lycéennes, pour pouvoir finaliser leur dossier avec les éléments demandés par les formations qu'ils visent, pour pouvoir confirmer chacun de leurs vœux. La prochaine étape, maintenant, il va falloir regarder vers le 1er juin. Ce sera la phase d'admission principale. Ils et elles recevront les réponses des écoles et des universités dans leur liste de vœux. On ne va pas se mentir, c'est un peu le parcours du combattant. Comment, là aussi, vous pouvez nous aider à prendre du recul ? Oui, donc avant Parcoursup, ce qui est super important de savoir, c'est que Hello Charlie est directement disponible sur le site de Parcoursup. Donc depuis l'ouverture, depuis le 1er décembre, il est possible d'aller sur le site de parcoursup.fr et de retrouver l'application Hello Charlie pour justement prendre le temps, se poser des questions en amont, parce que l'orientation, on ne la fait pas au moment où on saisit ses vœux, au moment où on fait ses inscriptions. Donc Hello Charlie était disponible toute la période de décembre, janvier, février, mars, et donc on a eu plus de 8000 téléchargements sur l'application à travers Parcoursup pour les jeunes de terminale, et y compris aussi ceux qui se réorientent en première année post-bac. Voilà, donc la présence en amont du coup des inscriptions. Et pendant toute cette période, du coup transitoire
jusqu'au 1er juin. L'idée, c'est de pouvoir continuer à réfléchir. Il y a aussi des inscriptions qui se font hors Parcoursup pour un certain nombre de jeunes. Et puis, certains jeunes aussi considèrent dès la fin du bac l'insertion professionnelle. Et donc, c'est toutes ces alternatives-là sur lesquelles on peut continuer à avancer, voir ce qui se fait, considérer ses choix et mieux mûrir, du coup, sa projection pour l'an prochain. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ça fait 6 ans maintenant que votre plateforme existe sur ce qui devient un marché, littéralement, de l'orientation. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer, justement, tout au long de ces 6 dernières années? Est-ce qu'avec aussi le changement d'APB, la première plateforme pour les notations post-bac en Parcoursup, vous avez peut-être vu une anxiété aussi autour de l'orientation se développer de la part des enfants comme des parents, par ailleurs? Oui, l'anxiété, elle a toujours existé, cette angoisse des parents, mais aussi des enfants, puisque l'orientation se résumait très souvent au fait de s'inscrire, de faire ses choix comme s'ils étaient définitifs. Et donc, tout ça s'est renforcé, évidemment, avec tout plein de choix possibles, de spécialités à choisir dès la seconde. En fait, l'orientation commence de plus en plus tôt. Au collège, c'est dès la 4e, voire dès la 5e à partir de la prochaine rentrée. Au lycée, c'est dès la seconde, voilà qu'on commence à réfléchir au calendrier post-bac. Donc, on sollicite les élèves de plus en plus tôt sur cette question-là. Donc, l'angoisse ne fait qu'augmenter là-dessus. Mais il y a une véritable accélération, du coup, de l'offre autour de l'orientation. On voit plein d'événements émerger, plein d'outils, notamment de la EdTech, surgir pour visualiser des trajectoires, inciter à la réflexion, confronter son avis à celui de professionnels qui font des métiers ou à des étudiants qui sont dans les formations qui nous intéressent. Voilà, il y a une profusion d'acteurs qui se sont penchés du coup sur la question de l'orientation et beaucoup de réformes, beaucoup de changements se mettent en place. Donc la réforme de la voie pro, on en parle de plus en plus. La réforme du collège aussi. Donc le calendrier se bouscule. Les enseignants principaux, du coup les professeurs principaux qui prennent le pas aussi des anciens conseillers d'orientation qui sont devenus plutôt psychologues de l'éducation nationale. Donc il y a une émergence du professeur principal sur le sujet de l'orientation depuis quelques années qui se fait de plus en plus. On rappelle qu'un lycéen, normalement, dans son année, a 54 heures qui sont prévues dans son calendrier de l'année scolaire, qui sont prévues sur l'orientation. Pour un collégien, c'est plutôt 36 heures. Et donc, ces heures sont de plus en plus investies, pas encore complètement, sur la thématique de l'orientation. Et c'est là où Hello Charlie aussi se positionne pour accompagner à la fois les enseignants sur leur pratique, sur la manière d'animer ces heures d'orientation et les élèves sur l'utilisation de l'application au cours de ces heures. Et vous avez raison de le rappeler, l'orientation, c'est aussi un triptyque, c'est quasiment une équipe pour pouvoir courir ce marathon. C'est à la fois la question, évidemment, des collégiens, des lycéens, des étudiants, mais aussi celle des parents et des profs, bien évidemment, au premier plan. Encore une fois, sur ces 6 dernières années, comment est-ce que vous avez vu aussi évoluer les motivations professionnelles, de carrière, les secteurs dans lesquels ces jeunes ont envie de se lancer? Est-ce que finalement, ils visent plus un métier aujourd'hui ou un secteur qui va leur permettre d'être une véritable langue vernaculaire de leur future carrière? Le mot secteur est souvent pas connu en fait des jeunes. Ils ont souvent des idées de métiers ou se posent la question des métiers. Et c'est là où le travail donc des enseignants, d'applications comme Hello Charlie, de toutes les plateformes d'orientation est très important pour dire aux jeunes: il est possible de garder les choix ouverts. Voilà, penchez-vous sur les secteurs, les métiers d'avenir, laissez-vous le choix, le temps du coup de grandir pendant votre formation. Et donc l'idée du secteur, c'est quelque chose qu'on infuse chez les jeunes de plus en plus tôt, au collège et au lycée. Maintenant, il y a des nouveaux secteurs qui émergent, des nouveaux métiers qui émergent, et l'objectif pour nous, donc acteurs de l'orientation, c'est de porter ce message à tous les jeunes. Donc il y a un sujet d'attractivité des métiers en tension, d'attractivité des métiers et des secteurs d'avenir. Et donc tout l'enjeu, tout l'objectif, c'est d'apporter cette information-là entre les mains des jeunes pour qu'ils puissent la décrypter, en avoir envie et s'orienter vers ces filières-là. Donner du temps à l'avenir, si je vous entends bien, c'est toute la proposition de votre plateforme Hello Charlie. Merci infiniment Fatma Chouaib d'avoir ouvert les chakras avec nous
de l'orientation pour ces ados, ces parents et ces enseignants et enseignantes. On vous retrouve donc avec ce chatbot et cette plateforme 24 heures sur 24 pour pouvoir poser littéralement toutes ces questions sur l'orientation. Merci à vous. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus qui s'est extrêmement bien orientée, qui reste enquêtrice de l'art et elle a bien raison. Tu reviens, tiens, en deuxième semaine. Spécialité philo quand même. Mais oui, si tu veux, et absolument. Spécialité philo, vous le savez, cette semaine, on va continuer à en parler. On se retrouve demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.